Sais-tu ce qui est le plus difficile à combattre? Un ennemi que tu ne vois pas venir. Et sais-tu ce qui est le plus compliqué à régler? Un problème que tu ignores complètement. Marc avait tout résolu. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Nutrition, ok. Sommeil réparateur, ok. Activité physique et bouger chaque jour, ok. Alors, pour rappel, Marc, c'est notre cher CEO de 45 ans. Il se félicitait de sa transformation des essentiels. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu lors des épisodes précédents. Alimentation, sommeil et activité physique. Jusqu'à ce mardi où tout a basculé. À 15h30, Marc termine tranquillement sa réunion budget et tout roulait parfaitement. Sauf qu'à 15h45, sa secrétaire lui demande « Marc, quelle salle pour la réunion de demain ?» Une question pourtant basique, et là le vide total. Son cerveau refuse de répondre et impossible de choisir entre la salle A ou la salle B. Et cette paralysie, Marc ne le comprend absolument pas. Tu l'attribues à quoi? À l'âge, à la conjoncture, à la charge de travail? Loupé. Marc était tout simplement victime du syndrome des processus fantômes. Et il n'est pas le seul. L'étude Perspective Dirigeants 2025, qui a interrogé 550 dirigeants français, révèle des chiffres assez alarmants. 66% d'entre eux souffrent d'épuisement professionnel. Le pire, c'était 40% en 2023, soit une hausse de 26 points en un an seulement. Et plus inquiétant encore, la France explose tous les records mondiaux face à une moyenne mondiale de 56%. On mène la danse de l'épuisement dirigeant. Alors, est-ce que c'est pour ça que la santé mentale est devenue un sujet majeur pour l'État français? Alors, imagine que c'est comme une voiture qui consomme trop. En apparence, elle roule bien, mais en arrière-plan, des dizaines de petits systèmes bouffent discrètement ton carburant sans que tu t'en aperçoives. Par exemple, les pneus sous-gonflés. Résultat, panne sèche au moment critique. Bien sûr, tu peux me dire qu'il y a des techniques de relaxation classiques qui suffisent. Sauf que ces chiffres prouvent le contraire. Les dirigeants appliquent ces méthodes et pourtant l'épuisement explose. J'en ai fait les frais en 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Léger, le podcast des 4 dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Alors aujourd'hui, on poursuit la mini-série des essentiels et on va découvrir les 3 processus fantômes qui font de la France le champion mondial de l'épuisement dirigeant. Alors le premier processus fantôme qui vide Marc sans qu'il s'en aperçoive et que tu connais certainement, c'est ce que je vais appeler le radar hyperactif. Alors Marc l'ignore, mais son cerveau de dirigeant scanne en permanence et ça c'est peut-être quelque chose que tu as vécu également. Alors même quand il mange, même quand il regarde Netflix le soir, et même pendant ses vacances au ski, une partie de son cerveau reste branchée sur le mode patron. Il a l'affût des signaux, il anticipe les problèmes et il surveille toutes les opportunités. Harvard Business Review l'explique dans un article, notre cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone du cerveau qui est dédiée à la planification et aux décisions, n'a jamais été conçue pour tourner en continu. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on lui demande. Les dirigeants font tourner leur radar 24 heures sur 24 sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi cette hypervigilance permanente pompe discrètement jusqu'à 30% de notre énergie cognitive disponible. Alors voici le paradoxe cruel. Marc transforme ses moments de plaisir en source de stress. Hier soir, par exemple, il était à la salle de sport pour décompresser. Sauf qu'à la machine, son cerveau continue de mouliner. Ah, le dossier Martineau, il faut que j'appelle le comptable. Ah merde, la réunion avec Sophie, j'ai oublié de préparer le budget. Le mec là-bas, on dirait le commercial de Machin Inco. Son moment de détente devient un moment de charge cognitive supplémentaire. Et au lieu de récupérer de l'énergie, il en perd encore plus. C'est ça le piège du radar hyperactif. Il transforme tes pauses en sessions de travail mental déguisées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner cela? On peut créer des zones de non-responsabilité d'une durée à peu près de 15 minutes par jour où ton cerveau de dirigeant n'a pas le droit d'exister. Alors concrètement, c'est simplement une session où tu n'es plus le patron de rien du tout. Pas de téléphone, pas de notification et pas de « je pense juste à ce truc vite fait ». Une seule règle. Dans cette zone, tu n'as aucune responsabilité envers personne. Alors voici quelques petits exemples de zones de non-responsabilité. Tu vas pouvoir faire une technique de focus total. En gros, c'est que tu prends tout simplement une activité basique et tu y mets 100% de ton attention. Alors si tu aimes le café, cette technique va être très intéressante. Tu vas pouvoir en fait tout simplement savourer un bon morceau de chocolat noir avec un café. Ressentir la délicatesse des arômes, prendre le temps en fait de savourer simplement cet instant. Et comme quoi finalement un simple café avec un morceau de chocolat, quelque chose qui paraît complètement banal, a beaucoup plus de vertus qu'on ne le pense. L'autre technique que tu vas pouvoir adopter, c'est la marche méditative des 500 pas, qui consiste tout simplement à compter tes pas de 1 à 500. C'est une technique de moine bouddhiste qui est vieille de 2500 ans. Si tu n'y arrives pas, tu peux commencer en fait par marcher et ressentir simplement avec tes sens, que ce soit l'odeur, le vent qui passe dans tes cheveux, sur ta peau. Et en fait, ça va permettre à ton cerveau de respirer. Alors, une technique que j'aime bien faire, qui est très simple, c'est tout simplement de t'asseoir bien droit. Les mains sur les genoux,
et de respirer soit en mode cohérence cardiaque, soit avec le ventre. Donc la cohérence cardiaque, c'est inspiration en 5 secondes et expiration en 5 secondes. Et en fait, tu vas tout simplement ressentir ce qui se passe dans ton environnement. Ça peut être un oiseau qui chante, ça peut être la pluie, les odeurs. Bref, ton radar, en fait, n'a qu'un job, c'est capter les sensations du moment présent et les laisser aller, laisser passer. En fait, tu vas te connecter avec ton espace, avec ton environnement. C'est une forme de pause temporelle, on va appeler ça comme ça. Par contre, attention sur 2 choses. Si tu es hypersensible comme moi, c'est quelque chose d'essentiel à intégrer dans ton quotidien, sinon ton radar va vite exploser. Mais attention, il y a le piège de l'entourage. Préviens tout simplement tes proches et dis clairement à ta femme, à ton mari ou à tes enfants que ces 15 minutes-là, en fait, c'est réservé uniquement pour toi et tu ne dois pas être du tout dérangé. Parce que vouloir reposer son cortex préfrontal avec quelqu'un qui te parle en même temps, c'est tout simplement mission impossible. Mais le radar hyperactif, ce n'est que le premier des 3 processus fantômes et le deuxième, celui qu'on va voir à l'instant, est encore plus vicieux car il crée une spirale infernale. Alors celui-ci, je l'appelle les micro-résistances. Alors Marc l'ignore, mais son radar hyperactif crée justement des dizaines de petites tensions par jour. Alors par exemple, à 9h15, Marc voit Sophie arriver 15 minutes en retard. Alors il a un petit pinceau, il se dit « elle fait ça souvent en ce moment ». À 10h30, il ouvre la facturation d'octobre. 2 jours de retard sur les prévisions. Du coup, il a une micro-irritation et se dit « encore ce décalage ». À 11h45, il reçoit un email client. « On aimerait discuter avec vous de quelques ajustements, Marc ». Micro-alerte, qu'est-ce qu'ils veulent bien encore changer ? 14h20, il remarque que Julien évite son regard en réunion. Du coup, il se demande si Julien ne lui cache pas quelque chose. Et finalement, ça lui génère une micro-tension. À 15h35, il reçoit la facture EDF qui passe de 280 € habituels à 347 €. Du coup, c'est un micro-stress parce qu'il se dit pourquoi cette hausse ? Et enfin, à 16h10, sa femme qui l'appelle, la voix tendue en lui disant « Marc, il faut qu'on parle ce soir ». Micro-angoisse, qu'est-ce qui se passe encore ? Voilà, c'est ça, une micro-résistance. Selon les experts en psychologie comportementale, ce sont tout simplement en fait des petites pressions et tensions quotidiennes, souvent mineures. Mais cumulées, elles finissent par avoir un impact significatif sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Individuellement, chaque micro-résistance ne représente peut-être que 2 à 3% de stress. Alors ces micro-résistances sont décuplées si tu es fatigué. C'est-à-dire que par exemple, tu as ton cerveau qui tourne au ralenti et chaque petit signal devient finalement une montagne. Si tu es hypersensible également, ton radar va capter 3, 4, voire 5 fois plus de détails que la moyenne. Et si tu es en période de stress, ton système nerveux surinterprète tout. Et en période de cycle menstruel pour les femmes. Alors autant dire que quand on se retrouve dans plusieurs de ces situations, les micro-résistances deviennent vraiment un fardeau. Alors, personnellement, quand je suis fatigué et en plus couplé à l'hypersensibilité, ces micro-résistances peuvent parfois être très énergivores. Et ce qui représente en temps normal, on va dire 2-3% de stress pour un dirigeant standard, peut vite me coûter jusqu'à 15 voire 20% d'énergie cognitive quand je suis dans un mauvais jour. D'où l'importance de se connaître. Et selon l'étude relayée par Actualité CCI, 58% des entrepreneurs sont touchés par ce phénomène d'accumulation de microtensions sans en avoir conscience. Alors voici le piège, c'est que ces micro-résistances créent une spirale en 3 étapes que Marc ne voit pas venir. Alors la première étape, ça va être la fatigue cognitive. Marc se demande pourquoi il est lessivé à 17h, alors qu'il n'y a aucune journée particulièrement difficile. La réponse est très simple. Son cerveau a traité 47 micro-résistances entre 8h et 17h. 12 signaux provenant de son équipe. 8 détails financiers pas encore tout à fait réglés. 15 micro-irritations liées à l'organisation. 7 petites choses encore à éclaircir avec les clients. Et enfin, 5 tensions familiales détectées. Donc pas étonnant que plus de 40% de sa batterie mentale se vide pour des broutilles. Ensuite, il y a l'étape 2 qui est l'incertitude décisionnelle. Son cerveau, fatigué, ne peut plus trancher nettement. Tout devient des peut-être. Et au lieu de décider clairement, Marc transforme chaque situation en questionnement sans fin. L'exemple typique, le client veut discuter d'ajustement. Et au lieu de se dire « je l'appelle demain pour clarifier », Marc va ruminer. Peut-être qu'il veut partir, ou peut-être que c'est juste un détail, ou peut-être pas, ou peut-être si, peut-être ça. Bref, il fait que ruminer. Autre exemple, avec Sophie qui arrive en retard, au lieu d'une discussion rapide, Marc se perd dans des « peut-être qu'elle a un problème perso » ou « peut-être qu'elle se démotive ». Et cette incertitude permanente épuise encore plus son cerveau, déjà fatigué. Et enfin, la 3e étape qui est la paralysie décisionnelle. Alors, selon l'étude Unrest de 2025, 74 des managers sont surchargés par le volume décisionnel. Mais le problème n'est pas la quantité, c'est l'incapacité à trancher à cause de la fatigue cognitive. Voici quelques chiffres. Un cadre supérieur prend en moyenne 35 000 décisions par jour et la qualité décisionnelle baisse de 50% après 15 heures à cause de la fatigue décisionnelle. Et 80% des managers décident à l'instinct, faute d'énergie pour analyser. Alors c'est comme ça que Marc tombe dans le piège. Ces hésitations créent de la surcharge mentale, cette surcharge le fatigue et quand il est fatigué, il hésite encore plus. Du coup, c'est un vrai cercle vicieux.
on comprend facilement que Marc accumule 80% de ses décisions importantes en décisions à voir plus tard. Et son carnet mental déborde de sujets non tranchés qui polluent son espace cognitif. Du coup, c'est quand même compliqué d'avancer efficacement. La double solution qu'on va avoir pour pouvoir casser cette spirale infernale, le premier outil, c'est les 3 filtres de Socrate. C'est une technique vieille de 2400 ans qu'on va finalement adapter aux dirigeants. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais tout simplement te l'expliquer. Alors, un disciple va rapporter des ragots à Socrate. Et avant de l'écouter, le philosophe va tout simplement lui poser 3 questions. La première, est-ce vrai? La deuxième, est-ce bon? La troisième, est-ce utile? Pour filtrer l'information. Mais Socrate n'accepte d'écouter que si c'est 3 oui. Et dans les autres cas, pourquoi perdre son temps et son énergie? Donc là, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement l'adapter aux dirigeants. Alors, le premier filtre qu'on va utiliser, ça va être est-ce réel ou imaginaire? Donc, par exemple, tu peux te poser cette question. Cette tension est-elle basée sur des faits ou sur mon interprétation? L'exemple, Sophie est en retard. Ça, c'est un fait. Sophie qui fait souvent ça. Interprétation. Le filtre 2, c'est impact ou paranoïa. Cette préoccupation a-t-elle un impact réel sur mon business? Par exemple, avec la facture EDF qui a augmenté de 60 €. C'est un impact négligeable. Le client qui veut discuter d'ajustement, c'est un impact potentiel. Et enfin, le troisième filtre. Action ou rumination. Puis-je agir dessus maintenant ou est-ce juste du bruit mental? En gros, appeler le client, c'est une action. Ruminer sur ce qu'il veut, c'est du bruit qui va te parasiter. Donc, si on applique les 3 filtres pour nos 2 exemples, la facture EDF qui augmente de 60 €, c'est réel, c'est un impact faible et c'est une action limitée. Donc ça, on l'élimine. Et enfin, pour les demandes d'ajustement du client, ça, effectivement, c'est réel, c'est un impact fort et c'est une action possible. Donc, on le garde et on le traite tout simplement. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser une technique complémentaire, puisqu'on vient finalement de filtrer les micro-résistances. Maintenant, on va pouvoir appliquer le système des délais décisionnels fixes. C'est une technique inspirée des Navy Seals. Le principe, c'est tout simplement de se fixer à l'avance un délai maximal pour chaque type de décision. En gros, le délai arrive, bim, tu tranches. Alors voici donc les 3 catégories. Les décisions qu'on va prendre en 2 minutes. Un email, un devis simple, une planification, ou tout simplement tout ce qui est lié à des demandes basiques. Et une décision qu'on va prendre en 24 heures. C'est le recrutement, les contrats, les conflits d'équipe, les investissements inférieurs par exemple à 10 000 €. Et enfin, les décisions qu'on va prendre en maximum 1 semaine, qui sont liées finalement à la stratégie, au partenariat, à la réorganisation et aux investissements supérieurs à 10 000 €. Alors ces 2 techniques couplées vont nous permettre de réduire significativement le nombre de décisions en attente, les décisions qui sont non prises et qui polluent notre cerveau. Malheureusement, il reste un 3e et dernier processus fantôme qui complète le tableau. Celui-ci, je l'appelle la charge émotionnelle invisible. Alors, selon l'étude de Workforce Institute en 2023, 69% des employés déclarent que leur manager a un impact sur leur santé mentale équivalent à celui de leur conjoint. Petite dédicace aux couples qui travaillent ensemble. Mais le phénomène inverse est rarement étudié, c'est-à-dire l'impact des émotions des équipes sur les managers. Marc ne s'en rend pas compte, mais il absorbe les émotions de ses 12 collaborateurs toute la journée. Alors, par exemple, à 9h30, Sophie arrive stressée après sa panne de voiture. Et Marc capte inconsciemment son anxiété. À 11h15, Julien évite son regard en réunion. Encore une fois. Marc ressent sa gêne et sa tension. À 14h45, Caroline fait une blague pour détendre l'atmosphère après un client un peu difficile. Marc stocke cette pression déchargée. Et à 16h20, Thomas râle contre le nouveau process. Du coup, Marc absorbe sa frustration sans s'en apercevoir. Voilà, c'est ça la charge émotionnelle invisible. Et chaque interaction avec son équipe dépose une couche d'émotion supplémentaire dans son cerveau. Et cette transmission des équipes vers les managers est un phénomène méconnu mais pourtant bien réel. Alors, un chiffre quand même à retenir, c'est que selon Nokacare, 46% des managers sont prêts à quitter leur emploi car ils gèrent trop de sujets psychologiques ou émotionnels. Et seulement 16% s'estiment bien armés pour le faire. Alors je vais te parler du cercle vicieux qui en découle. C'est que Marc absorbe chaque jour le stress, la frustration et l'anxiété de ses 12 collaborateurs. Et cette éponge émotionnelle lui coûte 20% d'énergie supplémentaire par jour. Mais le problème, il est épuisé par cette charge invisible. Et Marc devient moins bon manager. Et il devient plus irritable, moins à l'écoute. Conséquence, son équipe est moins bien accompagnée, devient encore plus stressée et devine qui absorbe ce stress supplémentaire. C'est Marc. Donc c'est un cercle vicieux parfait et plus Marc absorbe, plus il fatigue et plus il fatigue, plus son équipe stresse et plus son équipe stresse et plus Marc absorbe. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour finalement résoudre et casser ce cercle vicieux? On va apprendre à distinguer nos émotions de celles de nos équipes. Alors on va faire un petit rituel de tri émotionnel qui va prendre à peu près 5-6 minutes. Première étape, on fait un scan. On va se poser quelques questions. D'où vient cette anxiété que je ressens? Est-ce que cette frustration, c'est la mienne ou celle de Thomas? Et si j'étais seul aujourd'hui, est-ce que je ressentirais cette émotion? Maintenant qu'on s'est posé ces questions, on va pouvoir faire un tri et évacuer. Donc les émotions qui sont pour nous, en fait on va les garder et les traiter tout simplement. Et les émotions des autres,
tout simplement, on va les rejeter. Petite parenthèse, si tu veux un rituel plus complet pour créer une vraie coupure entre le travail et la vie perso, je t'invite à réécouter l'épisode précédent sur l'épuisement professionnel. En fait, on détaillait le rituel shutdown 7 minutes. Pour résumer, on vient de découvrir pourquoi 66% des dirigeants français sont épuisés. Alors ce ne sont pas uniquement leurs missions qui les épuisent, ce sont surtout les 3 processus fantômes qui tournent en arrière-plan. Alors pour récapituler, on a donc le processus numéro 1, qui est le radar hyperactif. Le problème, c'est qu'on scanne en permanence l'environnement. Et du coup, il y a 30% de notre énergie qui est gaspillée. Alors la solution, c'est les zones de non-responsabilité, qu'on va faire 15 minutes par jour. Le deuxième processus, ce sont les micro-résistances et la spirale décisionnelle. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des dizaines de micro-tensions dans la journée qui vont nous amener petit à petit vers un mode décisionnel de peut-être ou à plus tard, qui va nous faire décoller vers la paralysie décisionnelle. La solution, elle est double. On va utiliser le filtre de Socrate adapté à nos besoins et ajouter le délai décisionnel fixe. Enfin, le troisième processus que nous avons vu, c'est la charge émotionnelle invisible. Le problème, c'est que nous allons absorber les émotions de notre équipe et ça va nous générer 20% de fatigue quotidienne en plus. La solution, c'est de faire le tri émotionnel. Pour clôturer cet épisode, je te propose un petit défi. Tu vas pouvoir choisir un de ces processus fantômes. Et ensuite, tu vas tester la solution pendant 7 jours. Alors pourquoi un seul ? Déjà pour voir lequel fonctionne vraiment pour toi et ça te permet de passer beaucoup plus facilement à l'action. Au bout des 7 jours, tu fais un petit point, tu vois comment ça a évolué et après tu peux éventuellement passer à un deuxième. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura été utile et pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains.